Ces derniers temps, j'ai pris un petit peu de retard dans mes updates lecture, donc j'ai décidé de rattraper cela et je vais vous parler de mes lectures du mois de mars. Oui, on est au mois de mai et je vous parle seulement de mes lectures du mois de mars. Hello mes petits érudits, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Ça sera un petit peu mon bilan du mois de mars. Habituellement je vous coupe les updates lecture en deux, mais comme j'ai diminué mon rythme de vidéo YouTube qui est passé de 2 vidéos à 1 vidéo par semaine parce que mentalement j'avais besoin de ralentir un petit peu le rythme, ces vidéos seront un petit peu plus denses qu'à l'ordinaire parce que les updates je vous les ai coupés en 2 ou en 3 et là forcément ils seront en une seule partie. Avant d'attaquer le vif du sujet, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est hyper important pour soutenir tous les créateurs de contenu que vous aimez suivre au quotidien. Au mois de mars, j'ai lu 10 livres. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Mais sur ces 10 livres, il y a eu quelques relectures. Et environ en nombre de pages, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 4695 pages. Sachant que j'ai plus de difficultés à lire en ayant plus de déceptions, je trouve que ce score est plutôt pas mal et vous verrez qu'en avril, il est encore meilleur. Après, soyons honnêtes, je suis vraiment très friande de livres audio quand je travaille et ce format de lecture m'aide énormément à lire plus. Dites-moi vous en commentaire si vous êtes plus le lecteur ou la lectrice qui lit sous un format ou si comme moi vous aimez vraiment varier vos formats de lecture, c'est-à-dire passer de l'audio au papier, au numérique. Moi j'aime bien switcher un petit peu de format pour pouvoir lire plusieurs livres en même temps et avancer dans ma pile à lire. Je suis assez contente parce que au mois de mars, j'ai sorti une relique de ma palle grâce à un livre audio. Il s'agit de Goran de Emma Landas, sorti chez Black Ink Edition, qui est un roman assez dur, assez poignant et qui m'a transportée. Dans cette histoire, on y suit Charlie, une jeune femme qui travaille dans un bar musical, et un jour il va y avoir Goran, un interprète, chanteur, musicien qui va faire une prestation. Elle va être enchantée de le voir. Il faut savoir que Charlie, c'est une jeune femme qui est déterminée, qui vient des mauvais quartiers. Ses frères ont de très mauvaises fréquentations. Charlie a un passé assez douteux et elle veut s'offrir vraiment le meilleur pour son avenir, mais quand elle a quelque chose en ligne de mire, voire même quelqu'un, elle y va vraiment franco. Alors quand Goran aura oublié un sac et des papiers, elle va saisir cette occasion pour trouver son adresse, aller lui rendre, malgré que celui-ci ne veuille pas forcément de relation. Charlie, elle est un petit peu intrusif et même si le romantisme et l'amour c'est pas pour elle, elle espère vraiment arriver à décrypter Goran, cet être mystérieux. Mais voilà que un jour, ses frères, suite à ce qu'ils vont apprendre du passé de Charlie, vont faire une bêtise et cette bêtise pourrait leur coûter leur liberté aux frères mais aussi à Charlie. Ils vont devoir se cacher et pour cela, Goran est celui qui est le plus apte à les aider à rester dans l'ombre. Franchement, c'était une très chouette lecture. Je lui ai mis 4 étoiles sur 5, donc c'est plutôt pas mal. Goran, c'est vraiment un personnage qui est passionnant et qui est bouleversant dès les premières pages parce que c'est un personnage qui va nous montrer sa vie présente, mais on a un aperçu de son passé, un passé très douloureux, un passé qui ne peut que laisser des séquelles et on voit l'homme qu'il est devenu, on voit l'amour qu'il peut porter aux autres, on voit sa compassion et je n'ai pas pu rester insensible à ce personnage qui m'a totalement passionnée. Charlie, je l'ai trouvée un petit peu agaçante, un petit peu immature. Après, elle a une histoire qui est très compliquée, une histoire qui est très touchante, une histoire qui m'a prise aux tripes. Mais voilà, son petit comportement de stalkeuse, ça peut être un petit peu dérangeant. On la prend un peu pour une fille pourri gâtée, même si, vu son vécu, ce n'est absolument pas le cas. Il y a d'autres personnages qui vont rentrer en jeu, mais je ne vous en parlerai pas plus. Ce que j'ai apprécié dans cette lecture, c'est les thèmes qui sont peu vus,
surtout en romance, et le développement de ces thèmes. Alors on a le développement de la thématique de la musique, mais ça c'est quelque chose qui est assez récurrent dans beaucoup de lectures et quelque chose que j'aime beaucoup. Bien entendu, il y a la trope familiale, il y a le passé compliqué, mais surtout on a le sujet de la croyance, la religion, mais aussi de l'ethnie, et c'est quelque chose qui en fait une romance remplie de diversité malgré le côté sombre. On n'est pas dans une dark romance, mais on est dans une romance qui est quand même assez pesante au sein de son ambiance. On a des personnages qui ont un sacré bagage, et suite à ça, forcément, on a une psychologie qui est quand même assez développée, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. J'ai adoré les flashbacks qui sont liés à notre personnage principal masculin. Ces flashbacks m'ont fait monter les larmes. C'était tellement émouvant. Et à travers ce personnage, je pense qu'on a une autre vision de la vie. Une vision qui est totalement différente. Ça remet plein de choses en cause. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Toutefois, j'ai trouvé que l'histoire allait certainement un peu vite sur des aspects qui auraient mérité un petit peu plus de développement, et comme je vous ai dit, l'héroïne Charlie, elle est un petit peu agaçante, donc forcément il y a certains de ses comportements qui m'ont un peu fait lever les yeux au ciel, parce que clairement ça manquait de maturité. On a une intrigue qui concerne le passé de Charlie. Je ne peux pas vous la mentionner sans vous spoiler, donc je vais m'arrêter là. Mais cette intrigue, pour moi, elle est peut-être en trop. Parce qu'on a déjà un récit qui est hyper émouvant par rapport aux origines des personnages. Et pour moi, le passif de Charlie rajoute un chouïa trop de drama dans le drama qu'il y a déjà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pour moi un petit truc qui est un peu négatif. Et même si cette romance elle a des petits défauts, c'est une romance qui a fait appel à beaucoup de mes émotions et que je ne pourrai pas oublier de sitôt. J'ai lu une petite fantaisie très addictive. Il s'agit de La brume et les larmes de Laura Collins. Est-ce que je vous montre le tome 1 en plusieurs exemplaires? Il se peut bien que oui. Parce que ceci est la première édition du tome 1. Et c'est un cadeau de ma très chère Élise avec son petit mot juste ici. Je te remercie vraiment pour cet exemplaire. Et ça, c'est la réédition de chez Alter Réel depuis qu'ils sont distribués en librairie. Je crois que le tome 2 est déjà sorti ou va sortir bientôt sous cette forme-là. Mais sinon, vous le trouverez sous cette forme-là, le tome 2. Et le tome 3 aussi. Mais ils auront bientôt tous ce fini-là. Toutefois, je trouve le fini de cette première édition beaucoup plus qualitative que celle-ci. Je m'explique. En l'ayant lu, en le trimballant de partout, mais dans des pochettes à livres très molletonnées, et je suis très soigneuse avec mes livres, à force de l'ouvrir, en fait, ici, la couverture est assez faible et du coup, le dos se déchire un petit peu. Je sais pas si vous voyez, mais franchement, ça me dérange un petit peu. Et je trouve le papier beaucoup moins qualitatif. Alors que dans cette version-là, la couverture, déjà, elle a un fini velours très agréable au toucher. Le papier est plus qualitatif, je trouve, plus aéré en termes de lecture et c'est beaucoup plus confortable. Donc, j'ai une petite préférence pour cette couverture-là, puisque j'aime pas trop quand il y a des personnages. Par contre, au toucher et à la tenue du livre en main, celui-ci a mon petit faible. Je me déleste d'un exemplaire pour tenir l'exemplaire le plus récent parce que, oui, les deux comme ça commence à peser un petit peu sur les épaules. Mais vous allez me dire, de quoi parle cette histoire, cette petite fantaisie en 3 tomes publiée chez Alter Réal? Alors on va y suivre Hazel qui est l'héritier de la famille Lorcan. Alors il faut savoir que Hazel, elle doit monter sur le trône, choisir un commandant et l'épouser pour pouvoir protéger le pacte des brumes. Le pacte des brumes est un pacte qui a été soumis il y a plusieurs années de cela afin de protéger les humains des faées et des loups. Ça bride un petit peu le pouvoir de cela, mais il faut savoir qu'elle a un petit peu trop tardé pour choisir un commandant, que sa mère est toujours sur le trône et a pas encore rejoint le temple des dames des brumes. C'est un temple dans lequel les anciennes reines se réfugient et on ne sait pas trop ce qu'elles y font, hein, si ce n'est les activités qu'on peut faire dans un temple. Et donc les brumes s'affaiblissent
et il se passe des choses où le danger rôde, où les fae, les loups gagnent un petit peu plus en puissance. Et Hazel, elle va devoir se dépêcher de trouver quelqu'un afin d'empêcher un drame. Mais surtout, il y a différents secrets auxquels elle va être confrontée et qui vont compliquer sa tâche. Le résumé est un petit peu brumeux justement, mais croyez-moi, c'est addictif. Clairement, c'est addictif, c'est pareil, je lui ai mis un petit 4 sur 5, donc c'est plutôt pas mal, c'est une très bonne lecture. Si vous aimez les intrigues liées à la royauté, vous aimez les créatures comme les fae, les loups, et la romantaisie, tout en ayant une histoire de destin, je pense que cette lecture pourrait beaucoup vous plaire. On est vraiment dans une romantaisie slow burn, et ça c'est quelque chose d'assez qualitatif puisqu'on a une romance qui va prendre son temps avec les différents prétendants, mais aussi une romance qui va mettre en avant tout ce qui touche à la diversité, à son devoir, à écouter son cœur. Enfin voilà, il y a plein de petites problématiques comme ça qui vont rentrer en jeu et ça c'était vraiment très très chouette. On a des personnages qui sont très charismatiques, dont un personnage masculin qui me fait fondre, voilà. Je ne mentionnerai pas trop son nom parce que je ne veux pas vous spoiler, sinon vous risquez de vous douter de qui est le love interest et il se peut que au début j'ai un peu douté de qui serait le love interest de cette romantaisie et je pense que c'est important que vous puissiez avoir votre doute à votre tour. Si vous aimez les rénomes avec les fantaisies un peu féministes, ce livre également pourrait peut-être vous intéresser. Personnellement, j'adore les histoires comme Le Prieuré de l'Oranger où il y a un rénome où la femme elle est mise en avant, c'est elle qui a le pouvoir, c'est elle qui décide. Parce que bon, soyons honnêtes, dans notre société, c'est souvent les hommes au pouvoir. Et quand on voit les choses un petit peu changer, c'est agréable. Il y a aussi pour moi quelque chose qui est très très positif. On voit beaucoup d'histoires avec des fae et les fae sont souvent les personnages que l'on voit au premier plan. Là, certes, ils sont présents, mais ce ne sont pas les créatures que l'on va suivre directement. Et clairement, ça change un peu, ça fait du bien, parce que c'est quelque chose qui commence à me pomper l'air, de voir des failles de partout, au premier plan, et j'ai envie de découvrir et lire des fantaisies qui sont quand même de plus en plus différentes, et j'en ai marre de tomber dans des lectures qui sont redondantes. On a un côté politique qui est très important dans le récit, malgré qu'on soit dans une romantaisie. Et ça, c'est vraiment génial, parce que pour moi, une romantaisie juste centrée sur la romance, ça n'a pas forcément d'intérêt. J'ai besoin qu'on se pose des questions et qu'on ait des réponses sur le monde de fantasy, notamment du côté sociopolitique. Là, après ce tome 1, on se pose encore plein de questions, mais étant donné qu'on est vraiment dans le royaume, qu'on a vraiment la thématique de comment on va faire si Hazel ne trouve pas quelqu'un, et quelqu'un qui correspond à ce qu'on attend d'une future reine, ça pose des problématiques, et forcément, ça crée aussi des discordes au sein de la cour, et ça, c'est pas négligeable. Donc oui, pour l'instant, on est vraiment centré au niveau du château, de la royauté, et on n'a pas forcément de détails concernant les autres territoires, mais je sens que potentiellement ça pourrait arriver dans les seconds tomes, mais la politique est quand même très axée et très intéressante. Je trouve que ce récit c'est vraiment un mélange d'humour, d'action, de complot assez équilibré et ça c'est très 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 bien. Toutefois il y a quand même des petits points faibles. Comme je vous ai dit, on a le contexte lié aux brumes extérieures et au royaume qui sont au-delà des brumes qui n'est pas forcément bien mise en avant, mais c'est tout à fait normal parce que notre héroïne elle sait pas forcément exactement ce qui se cache non plus derrière ces brumes et donc nous on se pose les mêmes questions qu'elle mais on a envie quand même d'en savoir plus. Après il y a quelques mots qui m'ont fait bloquer, c'est-à-dire qu'il y a un moment je me suis dit non mais il y a des fautes de frappe puisqu'il y avait un mot en gros c'était le port d'une tenue et sur coup j'ai cru que c'était une faute de frappe et que ça voulait dire chaise. Et il manquait une petite astérix pour expliquer ce qu'était ce mot. Après, j'ai fini par le comprendre que c'était pas une faute de frappe, mais voilà. Il y a des petites spécificités de langage qui parfois auraient été appréciables pour les petites personnes qui sont ignorantes comme moi. Autre point négatif, c'est les pulsions d'Hazel. Hazel, elle a un caractère assez particulier et surtout, elle montre ses pulsions à caractère
commentaires smut envers un certain personnage de façon très répétée. Il me plaît, il me donne envie, j'ai chaud. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait un peu lever les yeux au ciel. Mais voilà, franchement, j'ai passé un très bon moment et je lirai la suite avec énormément de plaisir. J'étais dans un mood un peu dark romance et donc j'ai décidé de lire une dark de chez Anatrice, Nos Jeux Clairs Obscurs. Alors j'ai lu le tome 1 et 2 en audio, j'ai malheureusement pas le tome 2 en papier mais vous inquiétez pas, je me rattraperai sûrement pour l'avoir en ma possession parce que je veux tous les livres d'Anna en ma possession et j'ai adoré. Alors c'est spicy, c'est très sombre, c'est très malaisant, attention ce n'est absolument pas pour tout public. C'est une dark pour un public vraiment averti, un public qui en a déjà lu, j'aimerais même dire, et surtout un public mature. Après, vous faites ce que vous voulez, mais je conseille cette lecture à des personnes qui ont la maturité de comprendre et de savoir que tout ce qui se passe n'est absolument pas normal. Après ces quelques avertissements, il faut savoir que moi j'ai adoré, que comme tous les romans d'Anna, ça me retourne le cerveau et de ce fait, ça ne peut être qu'un coup de cœur. Dans cette histoire, on y suit Rachel, une professeure en art qui a eu pendant de longues années des rêves d'artiste, qui est passionnée par son métier, mais elle a vécu quelque chose qui l'a assez traumatisée et de ce fait, elle vit à Annecy avec son mari qui a une galerie d'art et elle est plus que l'ombre d'elle-même. Elle a été arrêtée parce que mentalement ça n'allait pas très bien suite à quelque chose qu'elle a vécu et elle reprend le travail. Sauf que il y a un nouvel élève dans sa classe forcément puisqu'elle ne connaissait pas les nouveaux de la promotion. Ce nouvel élève lui aussi est assez particulier, Sandro. C'est l'étudiant qui est glacial, l'étudiant qui va flasher sur sa professeure d'art, l'étudiant qui va flirter avec les limites et qui va jouer un jeu assez malsain avec notre professeur. Les secrets lui aussi le torturent. Et croyez-moi qu'on va surfer vraiment sur le fil du rasoir. Je peux vraiment pas vous en dire plus. Le résumé est très très vague, mais c'est un récit qu'il faut vraiment découvrir. C'est un récit qui va vraiment vous retourner la tête. Un récit qui va vous faire flotter dans une aura de malaise parce que on est dans une romance prof-élève. Une romance qui va aborder les thématiques de l'adultère, de la manipulation, de la différence d'âge, de l'art bien entendu, et bien d'autres sujets sombres et surtout des sujets en lien avec le genre littéraire, la dark romance. Ce livre, il a une narration qui est totalement hypnotisante, une narration qui va vous plonger dans une ambiance assez glaçante. Il y a la présence de l'art qui est juste incroyable, elle est précise, elle est visuelle à travers les descriptions. Personnellement, j'avais aucun mal à voir les scènes défiler devant mes yeux, j'avais beaucoup de difficultés à lâcher le récit et le panel d'émotions que j'ai reçu tout au long de ma lecture, mais il était incroyable. Alors ça allait des émotions les plus positives aux plus négatives, mais elles étaient là. Et toutes ces émotions négatives, elles étaient volontaires de la part d'Anna. Il faut savoir que c'était vraiment fait pour déranger. Clairement, c'était fait pour déranger. On a une double narration avec les pensées et le développement de la psychologie des personnages qui est affûtée et qui est complexe. Et c'est voulu, c'est vraiment voulu. Parce que on va voir que si Sandro il est très dérangé, Rachel elle a sa part d'ombre elle aussi. Et cette part d'ombre est mystifiée. Clairement elle est mystifiée. Et c'est incroyablement passionnant. Clairement c'était... Franchement j'ai pas vu venir les différents plot twists. On a un champ lexical qui va convenir parfaitement au personnage de Sandro et qui va s'opposer à la personnalité de Rachel, ce qui fait que le récit est encore plus immersif. Et franchement, après ce tome 1, je ne pouvais que sauter sur le tome 2. Je n'ai pas le tome 2 en ma possession, mais je vous mets l'image juste à côté de moi. Et dans ce tome 2, l'obscurité de cette histoire se fait encore plus présente. Elle va vous retourner le cerveau si jamais vous n'avez pas lu cette duologie et qu'elle vous tente. Et ce tome 2 avait un nombre incalculable de surprises. Il m'a laissé vraiment sur le popotin. Je n'avais pas vu venir plein d'éléments. C'était addictif.
j'ai encore moins pu le lâcher des yeux, plutôt le lâcher de l'oreille, étant donné que je l'écoutais en audio. La place de l'art, elle est encore plus prégnante dans cette lecture. Moi-même faisant du dessin, de la peinture, j'ai vraiment été sensible aux nombreuses références citées par Anna. J'ai vu vraiment les choses défiler devant mon regard et je pense que même pour des personnes qui ont aucune connaissance en art, ça pourra vous hypnotiser. Parce que Anna, elle a des descriptions qui sont affûtées, qui sont visuelles et qui ne vous laissent absolument pas indemne. Le suspense est incroyable dans cette dark. Aujourd'hui, en romance, il y a peu de livres qui arrivent à me surprendre dans le sens où on voit des choses qui sont vues, revues, des tropes qui sont exploités de façon assez répétée. Et là, même si on a déjà vu des darks, on a déjà vu du prof-élève, on a déjà vu des thématiques liées à l'adultère, et ben croyez-moi que l'aspect psychologique m'a grandement surprise, m'a grandement laissé sur le popotin. Et la psychologie est travaillée avec tellement de finesse que c'en est encore plus malaisant. Franchement, le mot malaisant est ce qui convient le plus au récit et c'est voulu. Clairement, c'est voulu. Bref, c'était une lecture incroyable, obsédante et Anna Triss, c'est une reine parce qu'elle manie les mots vraiment mieux que personne. On va passer à un livre dans une ambiance un petit peu plus légère, même si les thématiques sont pas hyper joyeuses. Il s'agit de Tomber après la pluie de Julie Bradfer chez Nisha, etc. Dans cette histoire, on y suit Kali, une jeune femme qui n'a qu'un rêve, c'est de devenir agente artistique, notamment dans le milieu du cinéma. Et son rêve est un petit peu tombé à l'eau parce que sa sœur est décédée il y a plusieurs années et depuis elle s'occupe de son neveu et de sa nièce, elle est devenue leur tutrice légale. Donc elle a mis un petit peu les choses de côté, mais un jour, elle travaille comme assistante dans une agence et lors d'une soirée, il va se passer quelque chose et suite à ça, elle va faire une rencontre qui va pas forcément être la plus agréable auprès de Blake Lawson, qui est une star montante du cinéma anglais. Et on va dire que suite à cette rencontre, le manager, ou plutôt l'agent artistique de Blake s'est fait mal et elle va devoir le remplacer pour pas qu'il porte plainte et ainsi de suite. Et contre toute attente, c'est là que nos deux tourtereaux, si je peux dire ça comme ça parce qu'on est dans une romance, vont devoir apprendre à coopérer, se connaître et peut-être que leurs histoires respectives pourront toucher le cœur de l'autre. Alors ici, on est dans une romance qui est quand même assez forte en émotion dès les premières lignes parce qu'on a des thématiques qui vont toucher au deuil suite à la perte de proches, à la famille, qui sont quand même assez fortes et qui guident un petit peu l'ambiance du roman. Et forcément, ça fait réfléchir, ça ne laisse pas indemne. Après, j'ai adoré tout ce qui touche à la douceur de la plume et du récit. C'était vraiment agréable à lire, ça se dévore. On a le développement autour de la vie pro et personnelle qui s'opposent et clairement ça amène un questionnement même pour nous dans la vie de tous les jours avec des métiers qui sont complètement bateaux, si je peux dire ça comme ça, des métiers essentiels. Des fois c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est peut-être plus au travail qu'à la maison, qu'on passe plus de temps à être auprès de notre employeur que peut-être être avec nos proches, enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Et on a un lien qui va prendre le temps de se tisser entre les personnages et j'ai trouvé ça très touchant. Toutefois, pour moi, il y a des éléments qui auraient pu renforcer le petit côté émotionnel du récit, tel que le quotidien de notre héroïne avec les enfants de sa sœur, parce que s'en occuper, ça doit pas être facile tous les jours, et forcément, ça doit avoir une grosse incidence, et j'aurais aimé que cela soit un peu plus mis en avant. Pour moi, le livre, il est qualifié comme un slow burn, mais j'ai trouvé que pour un slow burn, la relation allait un petit peu trop vite. Moi, j'aime vraiment le slow burn assez slow, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'aurais vraiment aimé, vraiment, je me répète, mais avoir cet aspect avec les enfants qui est beaucoup plus présent. Pour moi, il n'est pas assez présent et c'est ce qui fait que j'ai passé un bon moment. J'ai apprécié la plume de Julie Bradfer, je lui ai mis un 3,5 sur 5, mais
j'ai pas été aussi transcendée que beaucoup ont pu l'être, sachant qu'on m'a vendu la plume de Julie Bradfer comme une plume exquise. Et effectivement, elle est très agréable à lire, mais j'en attendais un petit peu plus. Toutefois, c'est une romance qui est quand même assez douce, qui est remplie d'émotions et qui m'a fait passer un bon moment. J'ai fait quelques relectures au mois de mars, je ne vais pas m'attarder dessus étant donné que la vidéo va être déjà très très longue. Mais j'ai relu cette fois-ci en audio Myrina Holmes, Démons et merveilles de Anna Triss. Et j'ai enfin découvert la voix de Kellen. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir dire que la voix de Kell, c'était quelque chose en audio. Et effectivement, je me suis pris des fous rires, j'ai pris énormément de plaisir. Et cette relecture a confirmé que Myrina Holmes était pour moi une saga de Anna qui est un véritable coup de cœur et je ne peux que vous recommander si vous aimez tout ce qui est ambiance urban fantasy, un petit peu ambiance démoniaque et que vous aimez l'humour et le spicy, parce que oui, les romans de Anna sont quand même assez hot. Dans mes relectures, il y a encore une romance de Anna que j'ai relue et il s'agit de Amour, flingue et macaroni de Anna Triss. Il s'agit du tome 2 de Le Prince Charmant existe, il est italien et tueur à gages, qui est sorti, ou plutôt ressorti, réédité en édition poche chez Hugo. Donc si jamais vous n'avez pas envie d'attendre la sortie poche qui sort dans un mois, sachez que cette édition chez Black Ink est toujours disponible. Et ici vous êtes dans une romance avec une jeune femme qui a une petite fille, qui est mère célibataire, qui a été victime de violences conjugales et qui essaie de vivre ses rêves jusqu'au jour où elle va rencontrer ce mystérieux voisin qui est italien et tueur à gages. Entre eux, il va y avoir énormément de scènes cocasses. C'est très spicy aussi, hein. On a un humour assez graveleux qui, moi, personnellement, m'achève. J'adore ça. Enfin bref, vous voulez vous détendre et que vous aimez l'humour et le spicy, c'est une duologie qui pourrait beaucoup vous plaire. J'ai reçu en service de presse le premier roman de la collection Addictésie, Le Chêne et la Foudre de Sam Agaeli. Alors je vais pas forcément m'attarder trop sur cette lecture étant donné que je vous ai fait un vlog sur les parutions Addictésie, donc Le Chêne et la Foudre et Mienne sera la nuit. Donc si vous voulez vraiment voir l'évolution de mon sentiment de lecture, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Toutefois, on va y suivre notre petite Elisandre qui est une jeune femme qui vit dans un petit village et on va dire que sa personne n'est pas forcément très bien acceptée dans ce village et un jour il va y avoir Kellen, un assassin du royaume, qui va venir la sauver et suite à ça en fait elle qui veut quitter un petit peu les contrées et aller dans d'autres royaumes va se faire accompagner de notre assassin. Entre Elisandre et Kellen, il y a des sentiments qui vont naître, sauf que Kellen va essayer de les combattre, étant donné que Elisandre est beaucoup plus jeune qu'elle, et elle essaie de lui montrer que ce n'est pas une enfant, que malgré leur différence d'âge, elle est adulte, et elle va essayer de le faire céder à ses sentiments. J'ai trouvé que cette romantaisie avait une plume assez douce, assez envoûtante, et j'ai beaucoup aimé le style de celle-ci, et on a des pages qui se tournent toutefois très très facilement. Le livre est découpé en deux parties, c'est-à-dire que la première partie c'est le livre 1 et la partie c'est le livre 2. Donc on a un one shot mais qui était censé être à la base une duologie. Le premier livre se concentre vraiment sur la rencontre, sur le développement des personnages et tout ça. Et le tome 2 va mettre une petite intrigue mais je peux pas vous dire laquelle. Dans ce premier tome, j'ai passé un bon moment. Dans le premier livre du moins parce qu'on se promène, on fait des rencontres plus ou moins sympathiques avec les héros et on découvre vraiment la personnalité de chacun et j'ai trouvé celle d'Elisandre vraiment top. J'ai trouvé qu'elle était beaucoup plus mature et elle avait pas mal de ressources au vu de son âge. Toutefois, j'ai trouvé que Kellen était un peu fade et peu crédible au vu de ses actions, réactions, enfin voilà, j'en attendais un petit peu plus de ce personnage-là. Après, ce que je reproche pour moi à cette lecture, c'est que si on a une romance qui est très développée, le côté fantasy l'est pas assez. Si vous voulez, pour moi c'est de la romantaisie, mais vraiment romance. On n'est pas dans une romantaisie avec un contexte sociopolitique large. C'est-à-dire que, vous voyez, quand on lit une romance qui se passe dans un monde contemporain, on suit vraiment la romance. Et le contemporain, en fait, on le voit au fil des actions, au fil de l'évolution de la relation des personnages. Là, c'est exactement pareil, mais dans un monde de fantasy. Et moi, ce qui me dérange quand c'est comme ça, c'est que on ne comprend pas forcément le fonctionnement du world building, mais on suit vraiment la romance. Et comme on ne connaît pas le world building, moi, je trouve ça dérangeant. Alors que le monde contemporain, je sais comment il fonctionne, étant
étant donné que je vis dans un monde contemporain. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en dehors de ça, au niveau de la romance, j'ai trouvé qu'elle allait un petit peu trop vite. J'ai pas forcément ressenti de tension entre Elisande et Kellen. Et j'ai du coup, comme la fantaisie est peu développée, eu l'impression qu'il n'y avait pas de réels enjeux sociopolitiques. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne. Enfin bref, après, si vous cherchez une romance douce qui se développe dans un monde de fantaisie, je pense que vous allez adorer si, pour vous, la fantaisie, c'est pas forcément un genre qui est prédominant. Par contre, si comme moi, vous avez pu lire de la fantaisie adulte, si comme moi, vous aimez les univers développés, il se peut que ce livre ne soit pas pour vous. Au mois de mars, j'ai abandonné un livre, il s'agit de Dark Domination de Missy Hurt. On est dans une histoire où en gros on a notre héroïne qui va retourner dans la demeure familiale, donc celle de ses parents, ou plutôt de sa mère et de son beau-père. Sa mère étant décédée il y a plusieurs années, elle avait fui le domicile et son beau-père est à présent mort et du coup elle a dû se rendre aux obsèques. Et elle va y retrouver son demi-frère, mais pas de sang. Et il faut savoir que ce demi-frère a repris les affaires dans la mafia qu'il a hérité de son père. Elle avait fui ce monde assez noir et elle va devoir y retourner dans de drôles de circonstances, sachant qu'il y a quand même un lourd passif avec son beau-père. Et que avec son demi-frère pas de sang, il y a des sentiments qui avaient eu lieu dans le passé qui n'auraient jamais dû naître et forcément ça avait causé quelques petites problématiques. Aujourd'hui elle a refait sa vie, elle a un mec qui la traite pas forcément bien et il va l'accompagner à l'enterrement, il va devoir s'absenter, elle va devoir rester sur place et ils vont devoir entre elle et mon demi-frère mettre les choses au plat. Voilà, en gros, ça c'est le résumé. J'ai abandonné à peu près à 50%. Déjà, j'ai pas accroché à la plume. J'ai trouvé que l'histoire manquait d'émotion, c'était vu, revu. J'ai pas aimé le champ lexical. Enfin bref, je m'attarderai pas dessus. Mais clairement, j'ai pas trouvé cette histoire très sympathique. Après, mes avis, bien entendu, n'engagent que moi. Et si vous avez aimé un livre que j'ai abandonné ou que j'ai pas aimé, et ben franchement, tant mieux, parce que le plus important, c'est le plaisir qu'on prend dans les lectures et je suis persuadée qu'il y a des livres pour tout le monde. Je termine cette petite vidéo avec une histoire qui sort de mon style de lecture habituel parce que j'ai lu un contemporain. Oui, j'ai lu un contemporain. Il s'agit de L'instant précis où les destins s'entremêlent de Angélique Barbera et franchement j'ai passé un bon moment, je lui ai mis un 4 étoiles sur 5 pour dire. Attention, c'est un contemporain avec des thématiques assez difficiles parce qu'il va aborder le passé douloureux, mais aussi les violences conjugales. Et croyez-moi que celles-ci sont très présentes. Dans cette histoire, on va y suivre deux personnages. On va y suivre Corinne et on va y suivre Kyle. Kyle, il a 5 ans quand il va découvrir que sa mère est morte sous les coups de son mari. Et il va grandir après chez sa tante qui va s'occuper d'un petit garçon. Un petit garçon qui va se réfugier dans la musique et qui va percer. Aujourd'hui, il a un groupe, c'est devenu une grande star reconnue dans le monde entier. Et malgré tout, il est hanté par ce qu'il a pu vivre. Un jour, il va percuter un petit enfant qui s'appelle Jack, qui a traversé inopinément la route. Jack, c'est le fils de Corinne. Jack n'est pas mort, Jack a seulement un bras cassé, mais ce jour-là, il va se confondre d'excuses, il va rencontrer bien entendu Corinne, il va rester auprès d'elle pendant l'opération de Jack, mais cela va mal se passer puisque le mari de Corinne va débarquer. Et bien entendu, déjà... il va pas forcément être content de voir la personne qui a tapé son fils. Et c'est à ce moment-là que Kyle va reconnaître quelque chose dans le regard de Corinne qui va faire écho avec ce que lui, il a pu vivre dans le passé. À cet instant, il va y avoir le destin de Kyle et le destin de Corinne qui vont s'entremêler parce que grâce ou à cause de cet événement tragique, tout dépend le point de vue, qui a fait plus de peur que de mal, ils vont garder un contact, que ce soit en réel, par correspondance et tout ça. Et croyez-moi que ce petit contact pourra changer leur destin à jamais. Ici, on est vraiment dans une histoire qui est bouleversante et une atmosphère musicale qui va apporter une dose de répit au récit. Et croyez-moi, vu l'intensité de celui-ci, ce n'est pas de trop. Je trouve que ce récit est d'autant plus intense parce que il est ancré dans la vie réelle
Et de ce fait, contrairement à un monde de fantasy où on sait que les choses ne sont pas réelles, bah on se dit que ce qui se passe dans cette histoire a pu arriver à plusieurs personnes dans la réalité. On a vraiment un double point de vue à travers cette romance contemporaine, même si on va dire que les 3/4 du bouquin, les personnages ne sont pas ensemble ou pas forcément dans la même pièce, mais ce double point de vue va accentuer les points communs de la vie des personnages et c'est d'autant plus touchant. C'est d'autant plus touchant. Le récit va vraiment montrer la réalité des femmes qui sont victimes de violences conjugales, la peur, la culpabilité, le manque de confiance, le cheminement qu'une femme peut avoir avant d'arriver à s'émanciper de toutes les horreurs qu'elle peut vivre au quotidien. Ce récit, c'est aussi un récit qui va amener l'espoir. L'espoir de s'en sortir, l'espoir d'avoir un jour une vie meilleure. On a un aspect familial, une touche qui va apporter une prise de conscience, mais aussi peut-être de nouveaux départs. Enfin bref, c'est hyper intéressant. Ça permet de réfléchir, de comprendre aussi certaines choses. Pour moi, il y a quand même 2 petits points négatifs. Il y a un petit fil conducteur qui fait référence à une araignée. Je suis arachnophobe. Voilà. Heureusement, c'est minime. Mais voilà. Malgré tout, je n'ai pas forcément apprécié la mention de cette bête. Non, 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 non. Et ensuite, je suis pas fan de la fin. J'ai eu la sensation que l'histoire n'était pas finie. Parce que, disons que la fin ouvre certaines perspectives. Et c'est quelque chose que je n'apprécie pas. J'aime bien quand on a une fin. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, des fois, ce genre de fin peut me plaire en fonction du récit. Mais là, j'aurais vraiment aimé savoir. Voilà. Enfin bref, je lis peu de contemporains, mais celui-ci m'a bouleversée et j'ai passé un très moment avec lui. Très bon moment avec lui. Si je termine mes phrases ou je n'oublie pas des mots dans celle-ci, c'est beaucoup mieux. Voilà, ce sera tout pour cette update lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Il est assez long. Je sais pas ce que ça va donner au montage, mais en tout cas, j'en suis à 1 heure de tournage. Je pense qu'avec les petites coupures, ça ira mieux. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres mentionnés dans cette update, si vous les avez aimés ou pas. N'hésitez pas à me dire quel livre vous fait envie ou quel livre ne vous tente absolument pas suite à mes avis. Les deux fonctionnent. Et si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre l'emoji soleil. Oui, parce qu'il fait moche dehors, qu'on est au mois de mai et que je veux du soleil. Donc mettez-moi plein de petits soleils en commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très bientôt pour une vidéo book haul. Ciao ciao!